Comment imaginer que cette glycine puisse être musicienne? Un incroyable concert, traduction sonore de son activité électrique. L'activité électrique, c'est tout le comportement de la plante par rapport à tout ce qui se passe tout de suite avec l'extérieur de la plante. C'est-à-dire quand on passe, quand un oiseau arrive, etc., la plante va tout de suite avoir une dimension d'activité électrique liée à son environnement proche. On va mettre donc une sonde sur le sol et une sur feuilles ou fleurs. Et l'appareil, donc celui-ci qu'on appelle bambou, va détecter la différence de polarité électrique entre ces deux points. Donc il va y avoir une ondulation qui va être transcodée effectivement en son. La musique des plantes, c'est le jardin secret que Jean et Frédéric Tauby ne cessent d'explorer dans leur immense pépinière, au point d'être devenus musinieristes, selon le terme qu'ils ont inventé, fascinés par les orchestrations obtenues. La partition végétale est parfaite. Il suffit d'y associer des instruments. C'est tellement incroyable comme harmonie et tellement proche en même temps des musiques classiques ou baroques que très certainement les musiciens de ces temps-là étaient inspirés par la nature, ils étaient beaucoup plus au contact de la nature et sans le savoir. Et tellement proche en même temps des musiques classiques ou baroques que très certainement les musiciens de ces temps-là étaient inspirés par la nature, ils étaient beaucoup plus au contact de la nature. Et sans le savoir, ils captaient des sons dans leur intuition qui rappellent le son des plantes. Nous, on est simplement pépiniéristes et avec une bonne expérience des plantes, c'est ce qui fait qu'on a d'excellents sons ici dans la pépinière et au jardin botanique. Mais après tout le côté recherche et scientifique, on a besoin d'être épaulés par des scientifiques qui, eux, avec nos constatations, et bien derrière cherchent et font avancer cette science-là. Au total, une quinzaine de spécialistes réfléchissent aux côtés des musinieristes. L'idée n'est pas nouvelle. En 1862, Darwin lui-même en avait l'intuition.
Mais le chemin reste long pour une discipline naissante, la phytonologie. La phytonologie a été agréée dans le domaine scientifique en tant que terme seulement depuis octobre 2014. Donc c'est une science tout à fait nouvelle, reconnue comme telle. Donc vous voyez, on est en prémisse et on lève le voile sur une compréhension qui est bien plus grande que ça. Parce qu'en fait, la musique humaine n'est pas humaine, elle est tout simplement universelle et liée au végétal. Et ça, c'est une grande découverte. L'imagination est une énergie qui anime les gens, illumine leurs pensées, les émeut et vivifie leurs interactions. L'imagination est toujours en mouvement. Elle crée de nouvelles formes cinétiques, nées de la collision haute en couleurs des idées. L'imagination rend la pensée élastique. Bla bla bla. Des images du système solaire peut-être? Et des seringues? Espace, frontière de l'infini. Météorite ou pendule? Une ville entière imprimée 3D? Les eaux d'en haut? Ou des bulles dans l'espace peut-être? Nuages de micro-poussière du 11 septembre? Ou déluge de boue? Déluge? Et voilà le feu. Ou peut-être les fumées des incendies du Canada? Fumée toxique sur la ville en 3D? Tsunami? Traitement chimique? Une attaque en règle contre le vivant? Épandage? Réinitialisation.
Le dôme. Horloge système solaire. Système solaire. Les manipulateurs invisibles. Tireurs de ficelles. Vaccin. Zeneca, Pfizer. Mais l'eau est toujours de niveau, même les eaux d'en haut d'ailleurs. La pub UNICEF pour le vaccin. Ne laissez pas le vaccin devenir un produit de luxe. Langue de vipère. Pourquoi elle se touche comme ça? Bouche ouverte, regard mort. Et pourquoi elle se touche comme ça? Un œil. Barium, aluminium. Baal, c'est trouvé. Mais bien sûr, vous y avez déjà pensé. Graphène. ARN.
Et si le son structure la forme, le mouvement et l'eau aussi. La forme du fameux vase Médicis. Cratère, monde cratère, horloge système solaire, Polaris, l'étoile polaire, et non pas Sol, le soleil. C'est le système tout entier, l'alimentation, la base et le globe. À l'intérieur de la base, il y a un aimant. Vous pouvez le voir parce que ça attire les objets métalliques. Et on dirait que c'est un aimant en cercle, parce que les objets sont attirés à la périphérie de la base. Et à l'intérieur du globe, nous avons aussi un aimant. Là, il n'est pas connecté, il n'a pas de courant qui passe. On sent la répulsion entre la base et le globe. Mais ce n'est pas stable. Le globe est attiré à la périphérie de la base. Il ne reste pas au centre. J'ai branché la base. Et maintenant, nous posons le globe précautionneusement au centre. Et ça demande un peu de pratique. Mais voilà. Une fois que c'est stable, vous pouvez le pousser un peu et ça va continuer à flotter. Il y a un bouton là. Vous pouvez illuminer le globe. La lumière à l'intérieur du globe tire son énergie de la base et c'est transmis sans fil. L'induction électromagnétique est utilisée pour transmettre le courant de la base au globe. Et vous pouvez le faire tourner. Ici, vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur de la base. Il y a un très gros aimant en anneau à la base. On a une LED pour l'effet lumineux. Et là, nous avons 4 bobines. Ces bobines sont pour la stabilisation du globe. Et ici, vous pouvez voir aussi cette bobine ici, qui est la bobine qui envoie l'énergie au globe. Ah, ce globe, s'il n'était pas là, il aurait fallu l'inventer. Le Père Noël pour les petits et le globe pour petits et grands. Jouets, déco et objets scientifiques. Enfin, non, justement.
Regardez. Les globes ne sont pas destinés à des fins d'éducation, mais seulement à des fins de décoration. Et celui-là, il n'est pas fait en Chine. En réalité, il est impossible de trouver un globe terrestre scientifiquement agréé. Ce sont des objets de déco ou des reconstitutions historiques. Alors pourquoi trône-t-il dans chaque salle de classe ? Difficile de réaliser plus précis et plus esthétique que ce splendide globe lumineux de notre satellite naturel. Socle très beau en inox, sobre. Design, le premier globe lunaire du National Geographic avec toutes les informations géologiques, lunologiques donc, mer, montagne, failles, crêtes, monts, ainsi que la nomenclature des sites des grandes missions Apollo, Luna, un cadeau destination des amoureux des sciences de la Terre et de l'astronomie en particulier, enfin là en l'occurrence des sciences de la Lune. The Blue Marble, la boule bleue. La première, seule et unique vraie photo de la Terre, prise par Apollo en 72. Alors si vous arrivez à croire à ça, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'à chaque mot il y a un mensonge. Et pour finir à propos de billes, la machine à billes.
Dans la réalité, c'est peut-être pas ce que tu crois. Nous avions déjà fait une petite exploration. Regardez ceci. Un château fort. Un château fort de cité étoile. Une cité étoile tout entière peut-être. Voici l'imprimante 3D à l'œuvre. Et ça, ce sont des châteaux, de briques, de pierres, des villes entières, des constructions improbables, gigantesques. Des châteaux forts de notre enfance, jeux de construction, jeux d'enfants, jeux d'adultes. Voici l'objet fini. Une publicité pour les imprimantes 3D de cette marque. Grandeur nature à présent. Grandeur nature à notre échelle, bien évidemment. Du béton. Une maison. Monde merveilleux, nous dit la firme. Qu'est-ce que c'est que ça? Une imprimante 3D géante est en train de réaliser sous vos yeux les cloisons d'une maison. Une maison préfabriquée. Voilà le produit fini et l'aspect final. Pas mal. Revenons au studio d'impression où les grands enfants s'amusent à des jeux de construction. La couleur est moche, c'est vrai. Mais ça laisse rêveur, non? Une construction quasi instantanée, sans recours à la force mécanique humaine. Mais il faudrait un pont gigantesque, une machine gigantesque. Ah, il y a toujours un mais, n'est-ce pas? Peut-être que les choses ne sont vraiment pas ce que nous croyons. Et voilà, prête pour l'exposition universelle de 1900. Vous n'y croyez pas? Mais regardez ça. On imagine tout de suite l'imprimante à l'œuvre, non? Nous avons vu ici la corrélation entre le son et les formes autonomes du vivant. Ce que j'avais appelé jusque-là les formes autonomes du vivant. Le vivant n'étant peut-être pas vivant. Disons les forces qui y sont à l'œuvre dans la formation de structures. C'est-à-dire qu'à chaque fréquence correspond un motif. Ce motif est mis en évidence ici par le son et des grains de sel. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être en appliquant les fréquences adaptées à la matière, on peut obtenir virtuellement ce que l'on veut. Plus exactement, on peut obtenir des formes qui matérialisent ces fréquences. Qui matérialisent, pas juste à l'aide de grains de sable, vous me comprenez bien, à l'aide de briques, à l'aide de pierres reconstituées, à l'aide de matières denses, à l'aide de matières densifiées. Et si les fluides non newtoniens qui constituent les immenses amas de boue et chaussées de boue étaient cette matière en phase liquide, semi-liquide non newtonienne, la phase liquide de la construction de briques, et si ces immeubles fondus avaient été fondus par la même force qui a cuit les briques à partir de la coulée de boue, et si cette coulée de boue n'était pas une coulée de boue, mais ceci, une impression 3D, des restes d'impression 3D, une impression 3D remise à zéro, reliquéfiée pour recommencer? Pas mal, hein? Ici, nous voyons également les relations entre la fréquence et les modèles d'écoulement des flux. Avec 24 Hz et en synchronisant les images, 24 images par seconde, sur le son, 24 ondulations par seconde, la technologie ici rend visible ce fait. Alors ce que vous verriez à l'œil nu
serait un flux d'écoulement qui se modifie comme vous voyez là, mais vous ne verriez pas le motif, vraisemblablement. Nous verrions juste un jet. Si nous appliquons une fréquence de 25 Hz, nous avons une impression spécifique que l'eau s'écoule en tourbillon ralenti, du haut vers le bas. Mais puisque dans ce monde tout s'inverse à l'aide d'un simple petit bouton, eh bien faisons l'expérience et passons à présent à 23 Hz. Et là, l'effet est fait inverse. L'eau semble s'écouler du bas vers le haut, alors que bien sûr nous savons que c'est impossible puisqu'elle coule du robinet. Cet effet optique est mis en évidence par la synchronisation du son appliqué, en l'occurrence à l'eau, et de l'image, 24 images par seconde. Avec ces gadgets, tels que cette pâte à modeler magnétique, nous décloisonnons notre esprit en comprenant ce qu'est le magnétisme, c'est-à-dire, encore une fois, les relations de fréquence. Ce morceau de métal ferreux est absorbé par cette pâte magnétique, cette pâte à modeler magnétique. Donc interaction au niveau électromagnétique. Ici nous avons le pistolet gaussien, donc des petits aimants extrêmement puissants, et la répulsion que produisent les champs magnétiques entre eux. Donc cette répulsion est une force extrême. Ici nous avons un gadget qui est un électroaimant avec un bouton marche-arrêt. Et nous voyons comment la puissance de l'électroaimant est activée et désactivée instantanément, ici par une molette. Et nous comprenons bien que l'attraction des métaux ou des matériaux qui contiennent du métal est immédiate, instantanée. Nous constatons même la disproportion entre ce petit gadget et le poids de cet haltère, manifestement 5 livres, je suppose. Ici, nous avons un gadget système solaire avec un aimant en dessous. Nous voyons bien que dans un plan, il suffit d'une force électromagnétique pour mettre en mouvement des petites billes, une horloge système solaire, un vrai gadget qui nous donne bien à réfléchir sur le type de mécanique céleste électromagnétique qui est à l'œuvre dans notre monde. Et voici le lévitateur électromagnétique. Pour ceux qui croient vraiment à la matière, voici une brique. Donc il suffit d'un champ électromagnétique pour faire léviter les objets. L'attraction magnétique peut être utilisée comme une force de projection, une force d'attraction, une force pour défier la soi-disant gravité de notre monde. Nous avons également vu comment, avec des dispositifs un peu plus sophistiqués, on mettait en évidence ces motifs, des motifs extrêmement complexes et superbes, en mettant en vibration de l'eau par le son et en éclairant les crêtes ainsi formées de façon à faire apparaître des motifs. Nous avons constaté la présence de l'eau dans les dites expositions universelles ou dans tous les bâtiments que nous appellerons désormais tartariens, de l'époque tartarienne, nom de code Tartaria, que ce soit les forts étoilés ou les villes majestueuses ou tout autre dispositif architectural énergétique. Il semble que on nous demande de regarder l'eau comme vecteur de la conscience, comme vecteur aussi électromagnétique ou d'autres choses. On trouve très souvent, bien sûr, dans les centres-villes, des fontaines, avec au centre une obélisque ou une colonne. Ce sont des portails énergétiques, pas que pour le bien, naturellement. Des portails énergétiques, des portails dimensionnels qui permettent de passer d'une dimension à une autre. Nous qui ne vivons que dans la dimension ordinaire pour la plupart, nous sommes engrammés à penser qu'il n'y a pas d'autres dimensions, c'est-à-dire de nombreuses, qui s'interpénètrent. Or, toutes les pratiques magiques utilisent le cercle, l'eau ou le feu, qui sont utilisés comme des portails énergétiques pour faire venir les démons ou s'en prémunir. Notre monde est magique, dans tous les sens du terme. Notre monde est un monde de magie noire. Nos villes sont des constructions énergétiques de magie blanche ou de magie noire, mais pas des forces du vivant. Elles s'en inspirent
parce que seules les forces du vivant peuvent faire fonctionner la mécanique sous-jacente de ce monde. Même les magiciens ne peuvent pas déroger aux lois qui sous-tendent ce plan. Comprenez bien, regardez David Copperfield s'envoler ou n'importe quel autre magicien. C'est de l'illusion. L'illusion peut être très bien menée, mais l'illusion, aussi bien menée qu'elle soit, n'est pas une façon de transgresser les lois de ce plan, juste de vous le faire croire. Que nous soyons nous-mêmes vivants ou non vivants n'a pas d'importance. L'homme, ce robot biologique, comme le dit si bien Rox Ocker, l'homme a le choix de se vouer aux forces qui le contrôlent par une certaine fascination envers la technologie, tout ce qui est construit, le pouvoir, le contrôle. Ou à l'inverse, il peut se consacrer aux forces de vie. Vénérer le vivant, et le vivant en lui-même, avant tout.